Pendant la bataille d'Alger, il y avait des mecs, des pieds noirs extrémistes, hein, qui avaient imaginé de faire cramer toute la Casbah. C'est-à-dire Oui, déverser du napalm. ouais, ouais, de l'essence et foutre, Oui, balancer des pardon. grenades et des bombes et les faire cramer. Et Massu, à l'époque, avait fait faire une estimation, c'est juste des milliers de morts, ça aurait pu faire. Donc ils sont capables, si j'ose dire, De tout. d'imaginer le pire. Il y a eu des attentats contre des centres de bains à Alger, des gens qui allaient dans des hammams, choses comme ça. Ils ont tué des enfants, des femmes, bon, et vice-versa. Mais je veux dire par là, ils sont capables de Du pire. concevoir n'importe quoi. Après, est-ce que ces gens-là ont envie de passer à l'acte? Mais ils passent des fois à l'acte. Parce que là, tout à l'heure, on parlait d'islamophobie, mais des actes physiques anti-arabes ou anti-musulmans, il y en a. Hein. Énormément. Il y en a. Moi, j'habite souvent loin de Paris, enfin loin de Paris. Il y a une petite mosquée dans une ville voisine où je suis, donc personne ne connaît, c'est plutôt un lieu de culte qu'une mosquée. Régulièrement, on tire dessus à la carabine. Je veux dire, voilà, c'est Oui, pas, ça et arrive. ça fait pas la une des journaux. Personne n'en parle. Vous aviez, je crois, j'en parle dans mon bouquin à Dijon, hein, une nana, je crois, qui portait un voile ou deux, je sais plus, et un type avec un marteau, là, ils avaient agressé et tapé dessus. Vous avez beaucoup de gens qui ont été des spécialistes de la lutte anti-subversive. Ce que vous disiez, de renseignement, de. Ah ben, le renseignement, l'infiltration, Et alors, l'attentat de provocation, toutes sortes de scénarisation de stratégie, de la de. guerre psychologique, parce qu'on est là-dedans. Et les gens de l'Ouest sont devenus des spécialistes de ça. Et si je veux dire, on s'est même arraché leur savoir-faire. Quand je dis on, c'est les Les services États. Hmm. occidentaux, l'OTAN, la CIA. Et si vous prenez la stratégie de l'attention qui a provoqué tous ces attentats en Italie, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Il y avait une officine qui était cachée au Portugal, Aginterpress, qui elle-même était pilotée par des services occidentaux, l'OTAN, mais des organisations anticommunistes radicales, comme la John Birch Society. Il y avait en Italie, par exemple, une partie de la démocratie chrétienne qui était sur le point, peut-être, de pactiser avec une partie du PC ou le PC italien. Vous aviez des extrémistes, si j'ose dire, anticommunistes dans les services et dans ces organisations-là, qui se sont dit, oh, il n'y a pas question. Hein. Donc, ils préféraient provoquer l'irréparable. Vous voyez, La stratégie du chaos. la stratégie du chaos, c'est la fameuse stratégie de l'attention, qui a été quand même théorisée par des mecs qui avaient fait leur classe à l'OAS. Parce que nos services, ils ont été en pointe du fait de la décolonisation Hmm. dans tous ces domaines-là. Quand j'étais plus jeune, et même très jeune, dans les années 70, je me souviens, il y avait une violence contre les immigrés, contre les Algériens en particulier, en France, qui était incroyable. Il y avait des séries d'attentats, mais Hmm. on n'imagine pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il se passerait un dixième de ce qui se passait à l'époque, mais le pays serait, je veux dire, nos élites seraient à feu et à sang. Elles-mêmes ne toléreraient pas ça. D'accord. Et pourtant, à l'époque, on le tolérait. Je me souviens de l'histoire d'un type qui avait été à Versailles, je crois, abattu à la mitraillette alors qu'il était en cellule, et la justice avait parlé de légitime défense. C'est-à-dire, on en était à ce niveau-là. On tirait sur des gens, après, on s'arrangeait facilement. Il y avait des centres de détention secrets en France, il y avait des ratonnades. Bonjour Frédéric Charpier, Bonjour. vous êtes journaliste d'investigation et l'auteur d'un nouveau livre intitulé Les Plastiqueurs, une histoire secrète de l'extrême droite violente. Alors pouvez-vous nous donner une définition à peu près simple de ce qu'est l'ultra-droite? Généralement, ce qu'on considère comme l'ultra-droite, c'est ce qui est hors système à droite, c'est-à-dire tout ce qui n'entre pas traditionnellement dans le jeu politique classique à droite. Et même avec une partie de l'extrême droite, parce que toute l'extrême droite n'est pas forcément, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais moi c'est ce que je pense, n'est pas forcément violente, elle ne rentre pas forcément toutes, vous avez des fractions, des sensibilités, bon, ils n'iront pas poser des bombes ni assassiner leurs voisins. Mais disons que grosso modo, c'est toute cette extrême droite hors système considérant que la démocratie n'est pas un enjeu, n'est pas utile, même un danger, un péril pour la nation ou d'autres choses encore. Bon, il n'y a aucune raison de se soumettre à ces règles. Et à partir du moment où on souhaite malgré tout changer le monde, hein, bon, et bien, bon, si on ne peut pas le changer par les urnes, il faudra bien le changer d'une autre manière. Et cette extrême droite violente, elle a théorisé la prise du pouvoir, notamment par des coups d'État, des coups de force militaire, etc. Donc son idéologie, c'est une idéologie, on va dire, un peu putschiste. C'est un peu les ligues essayant de prendre d'assaut
en 1934 le Parlement en France, c'est-à-dire renverser le régime. C'est l'histoire du fascisme aussi, la marche de Mussolini, c'est aussi pareil les corps francs nazis en Allemagne, etc. C'est-à-dire le putsch. L'idée, c'est qu'on ne veut pas de la démocratie, et pour renverser le système, il faut prendre les armes Alors, ce qu'on a vu récemment, là, les présumés attentats déjoués contre Macron, ce serait donc pour faire un putsch, pour le renverser. Non, là, si vous voulez, écoutez, là, pour l'instant, il faut attendre que les choses se décantent, qu'on sache un petit peu de quoi il s'agit. Bon, il y a une part souvent extrême droite, de mythomanie, c'est-à-dire que les gens ont tendance à se faire tout un cinéma. Bon, je ne dis pas, je connais pas le fond de cette histoire-là, mais pour d'autres, je connais un peu mieux, et notamment ce qui s'est passé à Marseille. Et là, on peut imaginer qu'effectivement, il y a un fait aujourd'hui qui est incontestable. C'est que dans ces milieux-là, de l'ultra-droite, avec l'appui d'un certain nombre d'anciens, qui peut-être, si vous voulez, à l'orée de leur dernière décennie à vivre, peut-être essayent de faire un coup de revival, de revivre les grands moments intenses de leur passé, se mettent eux aussi à délirer, c'est le mot que j'emploierais. Comme la tendance leur paraît profitable, notamment sur le thème des migrants, là, pour eux, ils surfent là-dessus, ils voient qu'il y a un écho dans la société, et comme au fond d'eux-mêmes, il y a la séquelle algérienne qui n'a jamais été traitée, alors là, bon, il y a une espèce de rebondissement de l'histoire, ça y est, bon, on recommence à comploter, parce que ce sont aussi des adeptes du complot. Ils veulent prendre leur revanche, c'est ça? Sur là, c'est un autre débat, là. Mais globalement, il y a dans cette extrême droite-là, qui, depuis la fin de la décolonisation, en particulier la fin de la guerre d'Algérie... C'est ce que j'allais dire, c'est que leur structuration, ou en tout cas une partie très importante de leur histoire, c'est ça, c'est le conflit algérien. Vous avez deux trucs deux périodes qui les ont structurés. C'est la guerre. Parce que tous les personnages centraux qui ont un peu formaté cette génération d'après-guerre sont des gens qui ont fait leur classe sous l'occupation, soit dans des partis de collaboration extrémistes, enfin, par naissance extrémistes, mais parfois même les plus extrémistes, parfois même avec des fonctions liées au service d'espionnage allemand et nazi, parce que ça aussi, il y a parmi eux des gens qui ont travaillé directement pour les services d'espionnage et de renseignement allemands à Paris pendant la guerre. Donc ça, c'est la première période, c'est celle de la guerre, de l'occupation, avec les renvois aux années 30, le fascisme, etc. Pétain. Oui, bon, encore que Pétain, pour eux, pour beaucoup, c'est un mou, c'est un peu comme pour certains, Le Pen aussi est un mou. D'accord. Ouais, donc là, on est vraiment dans les gens, ceux qui ont des visions, on va dire, exactement, pour le moins radicales. Puis la deuxième période, c'est la décolonisation en général, et en particulier le dernier bastion. C'est l'Algérie. Là, on sent, même quand vous parlez avec eux, quand vous les lisez, quand vous regardez leur histoire, c'est un truc qui passe pas. Et non seulement ça passe pas, mais alors ils ont focalisé là-dessus depuis 1962-63. Bon, alors De Gaulle, le super traître, déjà le traître en 40, le retraître qui va faire accéder l'Algérie à l'indépendance. Je fais un raccourci. Qu'ils tenteront de tuer. Voilà, donc le gaullisme, c'est le mal absolu, évidemment, parce qu'ils ne supportent pas. Et puis après, il y a eu un phénomène qui s'est associé à celui-là, c'est celui de l'immigration algérienne, maghrébine en général, mais surtout algérienne, sur le plan industriel, tous ces gens qu'on est allé chercher, qui sont venus travailler en France, parfois dans des conditions assez répugnantes. Je parle au niveau du transport. Bon, après, les conditions de vie, évidemment, ça tout le monde connaît. Quand moi, j'ai connu les bidonvilles. Les premiers bidonvilles. On les a vus, quand j'étais jeune, il y en avait encore en France, il y en avait pas mal. Et ça a été plus ou moins éradiqué au fil du temps, mais enfin, on a connu ça. Mais je ne parle pas de ça, je parle de la manière dont ils étaient amenés. Ici. Un peu comme du trafic d'êtres humains. C'était exactement ça. On confisquait les contrats de travail, on confisquait les papiers, etc. Quand on relit précisément la manière dont tout ça a été organisé à cette époque-là, on a de quoi réfléchir quand même, parce qu'il faut regarder toujours les choses avec un recul nécessaire. Donc là-dessus, c'est greffé ça, c'est-à-dire cette immigration qui est venue là. Alors là, ils ont construit un premier discours. C'est non seulement, alors je mets les guillemets, non seulement on nous vire d'Algérie,
Mais en plus, Il on est- revient ici, chez nous, pour nous piquer, grosso modo, notre travail. Et puis après, plus tard, le travail, plus après s'installer dans la durée, faire des enfants, coloniser nos cités, etc. Invasion. Jusqu'à aujourd'hui, le thème de l'invasion. Parce que le thème de l'invasion, contrairement, c'est là aussi, c'est une des raisons de ce livre, c'est pas du tout un thème récent dans leur système de Tout à fait, pensée. ça s'est construit. Alors là, j'avais aperçu ça dans un premier livre que j'avais fait sur ce type de mouvement, qui s'appelle Génération Occident, où il y avait déjà, en 63, cette vision de la submersion. C'est-à-dire, ils arrivent, ils seront tant, il y avait des affichettes, des machins, bon, avec vraiment un côté assez répugnant, raciste, assez primaire, hein, très très primaire. Et voilà, donc ça, si vous voulez, ce thème-là, il est récurrent depuis 63-64. Hein. Alors, justement, c'est vrai qu'ils ont eu justement cette histoire violente, l'Algérie, le putsch raté, et tout un tas d'abominations, on va dire, qui se sont passées auparavant. Qu'est-ce qui a fait, puisque dans le bouquin vous en parlez beaucoup, quelle est l'origine de la mansuétude du pouvoir à l'égard de cette catégorie de personnes? Comment est-ce qu'ils ont été aussi préservés? Ouais, bon, alors j'en parle de ça à la fin. Tout à fait. Non, parce que d'abord... Ils ont subi... Alors que d'abord, il faut quand même souligner l'efficacité redoutable des services français contre l'OAS. Parce que ça, on n'en a pas beaucoup parlé. Bon, j'ai essayé d'en parler un peu dans le bouquin, même pas mal. Alors souvent, Tout à fait. quand je parle de l'OAS, je parle de la manière dont ils ont été infiltrés, la manière dont ils ont été on va dire, contraints à faire plein de choses, à renoncer. Ils les ont quasiment détruits. Ils ont détruit l'organisation, en particulier les renseignements. Oui, ils ont été obligés de s'exiler, ils ont été obligés... non, mais là, il y a eu un travail de fond qui a été fait, d'une efficacité remarquable. Et quand vous regardez la prose des renseignements généraux, notamment sur cette période-là, vous voyez transparaître dans l'écrit, pas simplement une prose policière, vous avez aussi une prose politique et presque idéologique ou philosophique. C'est-à-dire, les mecs, ils étaient là, ils défendaient aussi la République. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que face à l'OS, ils voulaient la détruire pour des tas de raisons. Mais après l'après-guerre, il n'y a pas eu... c'est pour ça que je parlais aussi. Non, c'est quand vous parlez de la complaisance, c'est vrai que j'en parle, mais à la fin, pour dire effectivement qu'ils ont été ramenés dans le giron, à de bonnes conditions, on a fermé les yeux, il y a eu des amnisties, ça je le raconte bien à la fin, ok. Mais effectivement, il y a un autre processus qui est parallèle à tout ça, c'est celui de la guerre froide. C'est-à-dire qu'on a affaire après-guerre à des gens qui sont, on va dire, des bannis, quoi, hein. C'est des parias, grosso modo, pour beaucoup, c'est ça. Mais c'est des parias qui ont, pour certains, une certaine utilité. Exactement, des compétences, des savoir-faire, souvent acquis pendant la guerre. Et ils ont un élément comme ça qui intéresse particulièrement les organisateurs de la guerre froide, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi, c'est l'anticommunisme. L'anticommunisme, et puis, comme on est en période de lutte frontale et sévère entre les deux camps, ils connaissent les gens, il y a les fichiers, les machins, les dossiers, etc. C'est important d'avoir des gens qui savent déjà beaucoup de choses. C'est pour ça que les Américains, par pragmatisme, pas par ralliement idéologique, ont récupéré une partie de l'appareil de renseignement allemand, parce qu'il y avait des fichiers, des machins, des informateurs. Quand vous avez récupéré un mec qui, pendant la guerre, était à la tête des renseignements allemands sur le front de l'Est, vous avez pas mal d'infos que vous récupérez aussi. C'est toujours utile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que, mais en échange, ils ont été obligés, enfin, les États ou les services qui ont eu recours aux compétences de ces personnes-là ont évidemment promis l'amnistie, ou en tout cas de... Ils les ont utilisés, évidemment. D'ailleurs, j'avais raconté dans un autre livre, c'était un ancien d'extrême droite qui m'avait raconté ça, il était lui-même interné dans un camp, et en 1947, je crois, on était venu les démarcher dans le camp, c'était que des jeunes issus de la collaboration qui avaient été enfermés dans ce camp, c'est le camp du Struthof, où on avait interné pendant la guerre notamment des juifs, et on était venu leur proposer la botte, leur dire, vous allez vous battre en Indochine, et puis on efface l'ardoise. Et 80% des gens ont dit, ok, on va aller se battre là-bas. Mais c'était pas... ce qu'il faut voir, c'est que c'était plutôt du pragmatisme. Tout le monde y trouvait, entre guillemets, son compte. C'est pas forcément un ralliement idéologique. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire l'appareil. Il y avait sans doute des gens, peut-être aussi, par anticommunistes, qui avaient glissé au-delà. Mais enfin, globalement, les services de renseignement, notamment occidentaux, ils n'étaient pas
imprégné d'une idéologie nazie ou quoi que ce soit. Hein. Et pour revenir un peu au fait d'actualité, quels sont les profils des membres de cette ultra-droite aujourd'hui? Bon, ben, à mon avis, c'est le profil, il est un peu toujours le même. Hein. Je veux dire, par là, c'est historiquement, c'est quoi dans la période, on va dire, des années 70 et 80, puisque c'est là où il y a ce grand renouvellement. Les années 60 aussi quelque part, parce qu'il y a eu beaucoup de phénomènes d'étudiants, de lycéens, etc. Parce que si l'extrême gauche a eu, elle, bon, comme grande référence, bon, la guérilla dans bon, la guerre du Vietnam, les machins, etc. Eux, ils ont eu aussi leurs références. Et leur référence, c'était l'OS. Hein, des choses comme elles sont. Clairement, l'OS, c'est l'OS, c'était la dernière aventure moderne, hein, du monde moderne pour eux. Hein. Donc là, il y avait puis ils avaient des héros qui étaient des héros de ce genre. Hein. Des gens qui correspondaient à un certain état d'esprit, même quasiment un comportement. Ils avaient des héros de cinéma qui étaient très négatifs. Vous pensez que ça s'est transmis de génération en génération? Disons que ça avait touché une partie, sociologiquement parlant, des fils de... Des pieds noirs Non, pas forcément, des petites bourgeoisies. Oui, c'est ce que vous expliquez dans le bouquin. Ouais, c'est pas forcément... voilà, il y a oui, ça, et puis des enfants de familles qui avaient été plus ou moins aussi contaminés ou touchés par certains événements historiques, soit la collaboration, soit effectivement la guerre d'Algérie, etc. Donc, grosso modo, il y avait un contexte un peu général de gens de jeunes qui s'y retrouvaient. En plus, il y avait après la démarche, puis il y avait une sorte d'adhésion, ce qu'ils appellent eux-mêmes le romantisme fasciste. Donc, quelque part, vous voyez, c'était des figures, une posture, etc. Bon, une manière d'être. Hein. Bon, tout ça a créé des stéréotypes, on va dire. Et puis, socialement, on les recrute, enfin, ils se trouvent toujours dans à peu près les mêmes milieux. Mais c'est jamais des organisations de masse, ça n'a jamais été. Mais quel est leur nombre actuellement? Aujourd'hui, leur nombre... C'est-à-dire que le problème... J'ai travaillé par exemple sur un mouvement d'extrême droite qui avait été créé en 1975, ça s'appelait Génération Occident. Il y a eu deux périodes. Il y a eu la période où on distribuait des bulletins d'adhésion et où on tenait un registre des gens qui adhéraient. Donc là, vous pouvez savoir précisément combien vous avez de gens. D'accord ? Et il se trouve que dans ce mouvement, alors moi j'ai des registres, j'ai tout ce qu'il faut, mais il y a à partir d'un moment où j'ai moins d'éléments parce qu'on a cessé de tenir à jour le registre. Donc, vous avez une deuxième possibilité de répondre à la question que vous posez, c'est de lire la documentation de police, des services. Bon, parce qu'eux aussi, ils sont en contact et eux aussi, ils écrivent, ils évaluent. Si vous prenez l'un dans l'autre, vous arrivez à... Je parle de ce mouvement, hein, parce qu'aujourd'hui, il y en a un peu plus. Hein. D'après ce que je crois savoir, il n'y en a pas plus. Parce que c'est pas le but. D'ailleurs, c'est pas des mouvements qui... C'est pas des mouvements de masse. Qui cherchent à recruter. Ils cherchent même pas, c'est pas leur idée, c'est pas de faire une sorte d'élite, quoi, extrémiste. Il y a un peu de ça, et puis comme il y a l'idée que on peut renverser le régime en claquant des doigts. D'une minorité. Voilà, donc ils croient encore à ça, comme un peu leur mythe, c'était les 300. Hein. Là, c'est sur le plan romanesque, oui, exactement. Et la référence historique, c'est ça. C'est tout ça. Il y a une continuité dans les références. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez me donner un historique de tous ces noms de groupes. Aujourd'hui, il y en a vraiment trop, et je pense. Non, mais les plus grands, les plus. Disons que si vous voulez, vous avez après-guerre le grand mouvement qui va rénover, relancer, on va dire, le fascisme entre guillemets en France. Depuis la guerre, c'est Jeunes Nations. Bon, c'est Pierre Sidos, c'est la fratrie des Sidos, c'est Dominique Vénère, c'est quelques autres personnes aussi que je cite dans un autre ouvrage, mais on ne va pas s'étaler sur tous les... Dominique Vénère, donc celui qui s'est suicidé. Celui qui s'est suicidé, qui est le premier à avoir écrit, prophétisé aussi que le déferlement, la submersion, etc. Que vous expliquez, à chercher par son suicide, c'est ce que je comprends, à déclencher un peu quelque chose. Je pense, j'ai discuté avec des anciens de cette mouvance-là, que j'ai rencontrés pour le livre, qui sont des gens quand même assez ouverts aussi intellectuellement. Hein, et donc j'ai essayé de comprendre s'il y avait quelque chose derrière tout ça. Il a peut-être pensé, moi je l'avais rencontré, hein, Vénère, hein, j'ai échangé de la correspondance avec lui aussi quand j'ai fait un autre livre. Voilà, donc c'est quelqu'un qui avait décroché sans jamais vraiment avoir totalement décroché. C'est-à-dire son passé, c'était son passé, il acceptait tel qu'il était, c'est-à-dire odieux. Je pense qu'il le savait d'ailleurs, je pense. Je me souviens d'avoir rencontré un de ses camarades de l'époque, la première fois que je vais le voir, et que je lui parle d'Europe Action, qui était la revue extrémiste de ce niveau-là en 62-63. Il m'avait dit oui, je vous arrête tout de suite. Il m'a dit non, dites rien. Ok. Il m'a dit je suis d'accord. C'est immonde. On a été des fascistes, on a été des racistes.
Donc grosso modo, il avait validé tout ça. Bon, évidemment, il avait tiré un trait sur cette histoire-là. Je pense que Vénère, lui, était parfaitement conscient de ça. Je ne suis pas sûr qu'il ait totalement tiré le trait dessus. Mais je pense qu'il était quand même... Bon, il l'avait écrit, hein, il avait écrit beaucoup de choses sur expliquant comment et pourquoi il avait cru en cela. Bon, donc il y avait une prise de conscience. Et pourtant, je pense quand même que son suicide, c'est peut-être, mais là c'est une hypothèse que je formule, hein, bon, son suicide donc est très théâtral, hein, Notre-Dame, dans un coin très particulier de Notre-Dame, qui est, paraît-il, l'endroit où autrefois s'élevait un temple païen, parce qu'il y a tout ça aussi, il y a toute une culture qui vient s'ajouter là-dessus. Comme un lancement d'alerte. Ouais, mais je pense que c'était aussi peut-être une prise de conscience pour lui que, au fond, toutes les chimères qu'ils avaient pu... bon voilà, étaient vaines. Voilà, ils voyaient un monde. Au fond, grosso modo, depuis 60, ils ont vu le monde qui rêvait s'écrouler. Ils croyaient que l'Algérie resterait française. Elle n'est pas restée française. Bon, ils croyaient qu'ils arriveraient au pouvoir. Non, mais au pouvoir, ils se sont entre eux. Le multiculturalisme. Ah non, ils ont cru que voilà, ils allaient créer une Europe européenne, juste avec des blancs comme il faut. Etc. Bon, ils ont compris que ça ne marchait pas. Après, maintenant, ils voient que les gays peuvent construire des ménages. Alors là c'est le monde bon. Et là, il y avait une inversion totale de leur propre projet. Et là, si vous ajoutez les migrants, l'immigration, plus l'islam, etc., qui, bon, alors là, c'était le grand fantasme. Parce qu'à l'époque de l'Algérie française, le fait que des femmes se promènent voilées en Algérie, hein, ou qu'il y ait des... ça les gênait pas du tout. Oui, hein. Je comprends. Ouais, ça les gênait pas, là. Non, mais ça, ils n'avaient aucun problème. D'ailleurs, il y a un truc, je crois qu'on n'a pas beaucoup dit. C'est le prénom aussi, ça ne les dérangeait pas. Ah non, mais rien ne les gênait. Non, mais ça ne les gênait pas. Même Le Pen, il a fait des discours sur... Moi, mon grand-père, il a fait la guerre. Son prénom, c'était pas Corinne. Ah non, mais je veux dire par là, ça ne les gênait pas. C'est devenu un problème quand ça a cessé de... Et puis, ils sont venus chez nous. Vous voyez, c'est exactement l'idée, c'est ça. L'articulation, c'est bah oui, merde, alors vous voulez plus être français, mais vous voulez venir... chez nous. Bon, donc vous n'avez pas répondu au nombre. Le nombre, je vous dirais, bon, si on prend comme référence, parce que Occident, c'était quand même un mouvement qui a eu de l'importance. Hein. Il y a eu lui, puis il y a eu Ordre Nouveau plus tard, en 70. Bon, vous avez le noyau dur, on va dire quoi, 200, 300 personnes maximum. Puis après, vous avez une mouvance autour, sympathisants. Parce que dans ces milieux-là... Aujourd'hui, avec Internet, j'ai l'impression qu'ils arrivent à influencer quand même pas mal de monde. Oui, mais est-ce que c'est des clics dont on parle, ou est-ce que ce sont des militants qui s'engagent et qui font des choses? Parce que si c'est des clics, mais regardez le nombre de... Alors là, ça peut être n'importe quoi, même moi, parce que des fois, ça m'arrive d'aller cliquer aussi sur leur site. Donc je veux dire, là, ça n'a pas de sens, peut-être vous aussi. Oui, voilà, donc ça n'a pas de sens. C'est la connexion, à mon avis, ça ne veut rien dire. Mais je veux dire, ils en prennent le discours de valeur actuelle, du Figaro dans certains aspects. Pour revenir à surtout ce que vous disiez, à des chapitres du bouquin. Alors, l'historique, c'était vraiment très intéressant, la construction. Et ce qui est marquant pour nous, c'est le rapport à l'heure d'aujourd'hui, à l'actualité. Comment est-ce que ça va entrer en résonance avec ce qui se passe justement récemment? Vous dites, à partir de Giscard, normalisation presque pour moi. Enfin, c'est ça que j'en comprends avec ces milieux-là, quoi. On les laisse un peu tranquilles, voire on les couvre. C'est un peu ce qui s'est passé. Bien pire. D'accord, ouais. Bon. Bien pire. Moi, je pense que le septennat de Giscard, c'est la réhabilitation complète, totale. Totale, à la fois du pétainisme, enfin de toutes les vieilles reliques, et puis de tous ces mouvements activistes qui se sont... Mais vous avez autre chose aussi. Il ne faut jamais oublier la guerre froide. Hein. Parce que là, on est encore dans la guerre froide. Oui, c'est vrai que c'est tout au long... et là, vous avez le développement du mercenariat, parce que nous avons affaire à des gens hyper professionnels. Parce que vous avez à l'ouest, vous aviez deux types, on va dire, de personnes. Vous avez les gens qui découvraient les armes. Beaucoup de jeunes qui ont été pris là-dedans, dans cette tornade, comme ça, dans cette aventure. Puis vous aviez les mecs qui venaient de l'armée déjà, qui étaient formés, et qui se sont après adaptés à d'autres techniques. Guérilla, terrorisme, parce que tout ça, ça c'est sur le plan du concept, beaucoup de choses se sont aussi élaborées à cette époque-là. Vous avez beaucoup de gens qui ont été des spécialistes de la lutte anti-subversive. Ce que vous disiez, de renseignement... le renseignement, l'infiltration, l'attentat de provocation, toutes sortes de scénarisation de stratégie, de la guerre psychologique, parce qu'on est là-dedans. Et les gens de l'Ouest sont devenus des spécialistes de ça.
Et si je veux dire, on s'est même arraché leur savoir-faire. Quand je dis on, c'est les services États. occidentaux, l'OTAN, la CIA, les Français aussi, nous-mêmes. Pardon, monsieur Charpier, mais ça fait peur de ce que vous dites, et même après la lecture du livre, parce que quand vous dites que ce sont donc c'est une idéologie putschiste, mais on comprend qu'en fait, au fil du temps, ils se sont mêlés avec les services de police et l'État. Enfin, en tout cas, certaines fonctions de l'État. Et qu'aujourd'hui, peut-être que ça permet d'avoir cette résonance du discours. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas avec une partie de cette idéologie-là, et je parle bien de violence, d'ultra-violence, qui s'est intégrée à des milieux beaucoup plus respectables. Bon. Si vous prenez, là je vois où vous voulez en venir. Non, mais il y a un débat là-dessus aujourd'hui. Bon, honnêtement, moi, personnellement, la police, c'est quand même un secteur que je connais assez bien, que je côtoie depuis très longtemps. Bon, je ne crois pas que la police soit sous le joug, soit contaminée, comme vous le laissez entendre, par cette extrême droite violente. En revanche, dans la police, depuis très longtemps, bon, il y a une sensibilité particulière. Vous savez, quand j'étais plus jeune, et même très jeune, dans les années 70, je me souviens, il y avait une violence contre les immigrés, contre les Algériens en particulier, en France, qui était incroyable. Il y avait des séries d'attentats, mais on n'imagine pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il se passerait un dixième de ce qui se passait à l'époque, mais le pays serait, je veux dire, nos élites seraient à feu et à sang. Elles-mêmes ne toléreraient pas ça. Et pourtant, à l'époque, on le tolérait. Je me souviens de l'histoire d'un type qui avait été à Versailles, je crois, abattu à la mitraillette alors qu'il était en cellule, et la justice avait parlé de légitime défense. Je veux dire, on en était à ce niveau-là. On tirait sur des gens, après, on s'arrangeait facilement. Il y avait des centres de détention secrets en France, il y avait des ratonnades, on imagine. Et puis, donc, je veux dire par là, la police, soit elle restait immobile parce qu'on ne lui disait pas de faire, hein. Il y a ça aussi, il y avait l'encadrement. Dans la police, le plus gênant, c'est surtout l'encadrement. Vous ne pouvez pas empêcher des gens à la base d'avoir leurs opinions. Non, mais même d'être un peu des gens échauffés. Bon, oui, voilà, mais par contre, c'est l'encadrement. Je pense qu'on a un très bon encadrement. Je ne dis pas ça pour faire. Non, mais ça, tant mieux, limite, ça nous rassure un peu. Non, mais je crois qu'il ne faut pas personnellement, c'est mon avis, mais en fonction quand même de mon expérience. Je ne rencontre pas souvent de policiers et de responsables policiers ou des services qui sont des fanatiques. Hein. Honnêtement, j'en ai pas rencontré souvent. Hein. Mais ces militants d'aujourd'hui, là... Donc je ne crois pas qu'ils soient à ce point présents. Je pense qu'ils sont là, évidemment, comme ils sont toujours été là. Vous savez, au début des années 80, j'en parle dans le livre, il y avait une résurgence un peu d'activistes d'extrême droite, et la police française et les renseignements généraux avaient fait beaucoup d'enquêtes sur ces milieux à l'intérieur de la police. Et je parle de certain nombre de documents et de listes qui ont été faits par la police, qui surveillait donc. Mais je reviens en arrière pour vous expliquer. Pendant sous l'occupation, les renseignements généraux ont été le fer de lance de la lutte anticommuniste. Il y avait des brigades spéciales, et machin, etc. Ils s'adossaient au RG, et derrière il y avait les Allemands, c'est eux qui tiraient les ficelles. Bon, mais si vous regardez de plus près les archives, ce que j'ai fait, à la même époque, au moment où les RG fliquaient les communistes, ils fliquaient aussi leurs propres collègues et les gens qui participaient à la collaboration. Et tous ces dossiers-là, si on ne les avait pas aujourd'hui sous la main, il y a une partie de notre histoire qu'on ne pourrait pas écrire. Je veux dire par là, vous avez un sens, je veux dire, presque objectif, je parle pour eux, hein, de l'approche de leur travail de renseignement. C'est-à-dire qu'ils disent, ok, d'accord, mais lui aussi. Notre boulot, c'est pas, vous voyez, je ferme un œil. Bon. Donc c'est le propre d'un service de renseignement, c'est de ne pas être aveugle, c'est de travailler sur tout le monde. Je ne défends pas, vous voyez, j'essaie d'être objectif, hein, c'est des sujets qui m'intéressent. C'est leur métier de sensibiliser tout le monde. Exactement. Et est-ce qu'ils sont plus... Bon, alors c'est vrai que la police, globalement, c'est... De droite. Ils sont, quand on disait les hauts fonctionnaires de police de gauche, vous expliquez que c'est quand même très mal passé l'élection de Mitterrand. Évidemment. Oui. Non, mais c'est vrai. Mais bon, et pour autant, j'ai connu beaucoup de hauts fonctionnaires de police de droite. Ils sont des gens fort sympathiques et des gens de confiance et qui sont plus républicains que nous. Mais quand on voit l'actualité, on disait justement juste avant que l'OAS était malheureusement performante dans son mode d'action. Aujourd'hui, on voit que les renseignements généraux les bloquent assez rapidement. Intervenir directement. Ce sont des mauvais militants. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Non, mais
D'abord, vous avez le phénomène de l'infiltration. Vous savez, les services, ils surveillent. En plus, il y a beaucoup de remontées naturelles, on va dire, parce que ce sont quand même des milieux. Bon, vous savez, dans les milieux d'extrême droite, il y a aussi de cette extrême droite-là dont on parle, il y a beaucoup aussi de fascination par rapport aux services, au renseignement. D'accord. Bon, d'abord, dans leur histoire, il y a toujours eu des gens, la cagoule, les machins, etc. Il y a beaucoup de gens qui venaient des services de renseignement aussi. Exactement. C'était une autre époque. Ben oui, mais tout ça, c'est vrai que ça fonctionne. Après, si vous prenez la guerre d'Algérie, il y a beaucoup de gens qui venaient aussi des services, bon, que ce soit le SDEC de l'époque, la DST, c'était incroyable. Moi, j'avais rencontré à une époque le patron de la DST pendant cette période-là. Et il s'appelait Doustin. C'est un homme fort sympathique, par ailleurs. Et il m'avait dit, un truc qui m'avait un peu choqué, je lui avais dit, au fond, il avait dit à ces gars, à propos de la répression de l'OS, il dit, bon, je comprendrais que certains d'entre vous aient des scrupules. Voilà. Donc, je vous demande, ceux qui en ont, mettez-vous sur le côté. Voilà. Hein, et vous empêchez pas les autres de faire, mais bon, quelque part, on n'a pas à demander, enfin, de mon point de vue. En même temps, peut-être que Doustin se disait, je fais une hypothèse, qu'il valait mieux avoir des gens sûrs, opérationnels, qu'avoir des mecs qui pouvaient très bien, en même temps, jouer double jeu, fermer les yeux, parce que ce qui s'est passé aussi, c'est que ça aussi, on ne le sait pas beaucoup, mais toujours, dans le renseignement, tout est très compliqué, d'accord? Et on ne pense pas forcément toujours aux bonnes choses, mais on est encore dans la guerre froide, hein, d'accord? Bon. Et vous avez des services de renseignement qui, à un moment donné, si vous regardez les opérations de l'OS, ils ciblent plus les cibles communistes ou crypto-communistes, comme ils disaient, que les autres. Pourquoi? Parce qu'on leur balançait des objectifs, quelque part. Donc, de services de renseignement, faisaient passer des renseignements au service action de l'OS, grosso modo, je le résume, grosso modo, on allait plastiquer tel ou tel truc. Donc, quelque part, il y avait une rationalité. Il y avait des gens qui ont dû se faire descendre aussi de la même manière, d'accord? Et voilà, donc tout ça coexistait. Parce qu'il y avait cet ennemi commun. Il y avait exactement la guerre froide. La guerre froide, ça a tout pollué. Et quand on regarde aujourd'hui les grands maux de la planète, je pense personnellement qu'une grande partie de ces grands maux viennent de ça. C'est-à-dire la corruption. La guerre froide, la corruption à tout va, parce qu'il fallait corrompre tout le monde de tous les côtés, mais il fallait corrompre. La drogue, parce que la drogue, ça a servi d'abord à pourrir certains pays, puis à financer les opérations, etc. On parlait même de leur basculement dans le banditisme, le gangsterisme. Oui, mais là, les grands mots, les grands mots de la guerre froide, au fond, qu'on continue, et le terrorisme. Voilà. On a les trois trucs, corruption, drogue, terreau. C'est des choses qui ont poussé, et qui se sont hyper développées pendant la guerre froide. Et comme pendant la guerre froide, on fermait les yeux, si vous prenez l'histoire de la drogue, c'est caricatural. Les trafics d'héroïne, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la manière dont ça s'est propagé dans le monde à partir de l'Indochine, mais c'était un accord passé entre nos services et la tribu Méo qui produisait de l'opium et qui circulait dans des zones qui étaient des zones à Viet Minh. Et l'idée, c'était bon, vous nous filez un coup de main, vous travaillez pour nous contre le Viet Minh, et puis nous, on acheminera votre opium jusqu'à Saigon. Et il y a un livre qui a été fait par un Américain, McCoy, qui a été réédité, je crois, récemment en français, mais qui est génial, s'appelle La politique de l'héroïne. Il faut lire ça. En plus, c'est pas du tout, c'est un universitaire. Et il a utilisé des témoignages de gens qui ont participé direct, des Français, même des hauts gradés, comme le colonel Trinquier, même qui lui avait parlé très longuement. Tout ça est expliqué. Quand je vous dis que la guerre froide, elle a créé une grande partie des problèmes qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas une façon de parler. Là, c'est concret. Et si on prend le terrorisme, attendez, le terrorisme, c'est pareil aussi. Si vous prenez la stratégie de l'attention qui a provoqué tous ces attentats en Italie, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Il y avait une officine qui était cachée au Portugal, Age Interpress, qui elle-même était pilotée par des services occidentaux, l'OTAN et des organisations anticommunistes radicales, comme la John Birch Society, et qui ont propagé, parce qu'à l'époque, il faut voir ça aussi, à l'époque des années 70, fin des années 60 et 70, en Europe, il y avait une montée quand même de la contestation, il y avait une montée de la violence politique, il y avait la montée des groupes politiques activistes de gauche, il y avait en Italie, par exemple, une partie de la démocratie chrétienne qui était sur le point, peut-être, de pactiser avec une partie du PC ou le PC italien, qui lui-même prônait vous voyez, un changement de paradigme.
Et donc tout ça, les gens se sont retrouvés dans ces scénarios-là, et donc vous aviez des extrémistes, si j'ose dire, anticommunistes dans les services et dans ces organisations-là, qui se sont dit, oh, il n'en est pas question. Hein. Donc ils préféraient provoquer l'irréparable. Vous voyez ? La stratégie du chaos. La stratégie du chaos, c'est la fameuse stratégie de l'attention, qui a été quand même théorisée par des mecs qui avaient fait leur classe à l'OAS. Parce que nos services, ils ont été en pointe du fait de la décolonisation dans tous ces domaines-là. Et donc quand je dis que tout ça, c'est des problèmes qu'on a créés nous-mêmes, je ne parle pas en l'air. Si vous prenez la corruption, vous prenez toute l'histoire des grands trucs, des grandes affaires de corruption des années 70, on va dire plutôt, vous verrez, tout est lié à des ventes d'armes, des machins dans certains pays. Voilà, au fond, on est bien, c'est bien des thèmes qui sont directement... Vous voyez, donc, la guerre froide, quand je dis qu'elle a pollué, parasité à peu près toute notre histoire contemporaine, c'est un peu vrai, y compris dans des épisodes comme ceux dont on parle. Et alors, aujourd'hui, où est-ce que c'est ce que je vous posais un petit peu comme question tout à l'heure. Comment ça va se terminer, ce mouvement? Est-ce qu'il va concrètement prendre de l'ampleur, pouvoir accéder il pourra diffuser son message de plus en plus, ou alors ça va aller dans l'autre sens et... Pour moi, vous savez, j'ai pas l'habitude de faire prévisions, des pronostics comme ça. Non, en revanche, moi, je vois qu'il y a quand même, au niveau européen, on est actuellement dans une situation assez délicate. Hein. On voit bien que certains thèmes, ce qu'on appelle le populisme, enfin, en tout cas sur les thèmes des migrants, on voit bien qu'il y a même de l'Europe, puis tout ce que ça entraîne, la remontée des nationalismes dans le sens où le refus de ces superstructures de type européen comme ça. Là. Bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Et c'est pas sûr qu'on n'ait pas de grosses surprises. Hein. Politique, vous voulez dire ? Ouais. C'est-à-dire c'est l'arrivée quand même massive au Parlement européen de gens qui viennent d'horizons, de ce genre d'horizon. C'est-à-dire des gens porteurs... Moi je pense que le racisme, hélas, c'est quelque chose, c'est un mal qui existe chez nous depuis très très longtemps. L'antisémitisme, que je connais très bien aussi, c'est quelque chose qui est tellement ancré chez nous. Ça m'étonne. Non, c'est quand même des données qui ont un petit peu évolué, mais bon. Mais par contre, il y a un phénomène qui est, à mon avis, C'est quand même intéressant parce que Macron, il nous parle de son comment dirais-je, ça lui rappelle l'entre-deux-guerres et on serait dans cette période. Non, mais l'histoire n'est pas une. On ne peut pas se comparer. Il faut regarder ce qui s'est passé, essayer de comprendre, après voir ce qui se passe aujourd'hui, voir s'il y a des rapports. Il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de non, ça se passe jamais comme ça. Les choses ne sont pas les mêmes. Non, en revanche, il y a bon, ça c'est aussi une manière. Non, mais je veux dire par là, justement. Je veux dire par là que même si c'est peut-être dit maladroitement, mais peut-être que ça, il y a un fond. Peut-être que le sentiment antisémite de ces années dont il parle peut avoir une résonance avec le sentiment islamophobe d'aujourd'hui. Peut-être que les violences qu'on a connues à cette époque également. Enfin, oui. Non, mais là, ça c'est un vrai problème. L'islamophobie, je pense, il y a beaucoup de gens qui la refusent, puis qui refusent de l'admettre. C'est une erreur. C'est une erreur parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Parfois, comme si c'était à la fois où ça les gênait, ou alors parce que quelque part eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de masques. Il y a beaucoup de masques sur ces questions-là. Bon, moi, quelqu'un qui me dirait, moi, j'aime pas l'islam, j'aime pas les arabes, moi, c'est carré. Mais des gens qui vont habiller ça. Vous voyez ce que je veux dire la laïcité, Comment vous expliquez ça, M. Charpé, que le discours ultra-violent, je parle bien du discours, et j'ai bien compris la scission que vous faites entre les gens qui ont choisi de changer par le discours, même au sein de l'extrême droite, et ceux qui sont en amour de la violence, on va dire. Mais comment est-ce que leur discours, il a glissé aujourd'hui jusque des sommets politiques ? C'est-à-dire que vous avez, à mon avis, plusieurs choses qui se conjuguent. D'abord, il y a quand même un phénomène qu'on ne peut pas occulter, mais qui est très important dans tout ce qu'on discute là, c'est le terrorisme de Daesh, islamiste. Parce que quand même, il s'est passé en France, même dans certains pays d'Europe, et en particulier en France, à Londres aussi, ou en Espagne, il s'est passé des choses quand même tout à fait... Non, mais des choses peu ordinaires. Des mecs qui débarquent à Charlie Hebdo et qui tuent en l'espace de 3-4 jours 20 personnes, bon, on n'avait jamais vu ça. Ouais, tous les 3 mois, il y avait des attentats pratiquement. Pardon ? Tous les 3-4 mois, il y avait des attentats, donc les gens, forcément... Non, mais c'est pas ça, c'est pas que ça, c'est le côté monstrueux des choses.
Parce que moi, dans les années 70 ou même 80, ils attendaient, il y en avait sans arrêt. Hein. Enfin, Mais pour pas ça. de ce type. Mais là, un type qui prend un car, enfin un camion, et qui va faire un gymkhana, écraser des gens, des enfants, n'importe quoi. On passe qu'il a lu qu'il fallait en faire le maximum. Là, on a dit, il y a un vrai problème. Donc ça joue dans l'esprit des gens, ça joue, ça. Ces gens-là arrivent à faire leurs attentats, et que ceux d'extrême droite, qui certains sont des militaires, n'arrivent pas. Je vais aller très... Et ça va poursuivre la question C'est une question de motivation. Selon vous, quelles sont les cibles qui pourraient viser aujourd'hui les membres de cette ultra-droite? Par exemple, en se rappelant qu'il y a eu sur Macron, mais évidemment, il y a eu la FO. Oui. Qui a complètement échoué grâce aux policiers. Donc je reconnais évidemment... On sait qu'ils peuvent viser, je sais pas, des mosquées, le président, des élus. Mais si vous voulez, historiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait historiquement? Vous avez eu des projets, j'en rappelle un dans le livre qui est tellement invraisemblable, c'était pendant la guerre bataille d'Alger, il y avait des mecs, des pieds noirs extrémistes, hein, qui avaient imaginé de faire cramer toute la Casbah. C'est-à-dire... oui, déverser du napalm. De l'essence, et balancer des grenades et des bombes, et faire cramer. Et Massu, à l'époque, avait fait faire une estimation, c'est juste des milliers de morts, ça aurait pu faire. Donc ils sont capables, si j'ose dire, d'imaginer le pire. Il y a eu des attentats contre des centres de bains à Alger, des gens qui allaient dans des hammams, ils ont tué des enfants, des femmes, bon, et vice-versa. Mais je veux dire par là, ils sont capables de concevoir n'importe quoi. Hein, bon, après, vous avez vu dans la période des années 70 dont on parlait tout à l'heure, ben, c'était des attaques contre les gens. Après, vous avez eu toute une série d'attaques à la bombe contre des cibles algériennes, consulats, association des travailleurs algériens en Europe, etc. Et il y a eu plein de cibles comme ça. C'était à l'époque où nos services, sous Giscard, avaient les velléités de créer une guérilla en Algérie, parce qu'il y avait là aussi déjà un revival. Bon, par rapport à l'époque. Les membres de la FO ont été libérés. Oui, mais... C'est quand même inquiétant pour nous, en tant que musulmans, je veux dire, pardon. C'est quand même inquiétant qu'un groupe, dont à la tête, je crois que c'est un ancien commissaire, je crois, donc sans encore une fois pointer la police, mais avec des gens qui sont compétents. Il était en retraite, je crois. Oui, il n'était plus en fonction. Et qui ont été libérés. Oui, mais vous dites ça, mais est-ce que vous avez lu le dossier? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que la question, moi je suis pas pour qu'on mette les gens en tôle pour rien. Moi non plus. Donc, non mais ça c'est une règle pour tout le monde. Hein, moi, ouais, je comprends. Je fais pas le tri, lui il peut aller en tôle, non, c'est tout le monde ou pas. Et moi je suis plutôt partisan à ce qu'on mette en prison ceux qui doivent y être mis. Éviter, moi je ne considère pas que la prison c'est le... Non, c'est pas ça. En revanche, non, ce qu'il faut c'est... Oui, la question que vous posez c'est, d'abord, celle que vous posez sans la poser, c'est est-ce qu'ils sont responsables, coupables de quelque chose? Si oui, de quoi, au juste? Bon. Troisièmement, en admettant, parce que ça par contre c'est établi dans la procédure, qu'ils aient en tout cas beaucoup phosphoré, bon, qu'est-ce qu'on fait? On les surveille. Hein, on prend la mesure, parce que c'est ça quand même moi, que je retiens. C'est que la DGSI, depuis quelque temps, elle a pris la mesure de cette menace. Alors, il y a beaucoup de gens, y compris des spécialistes d'extrême droite, qui glosent, ils pontifient, mais c'est rien, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Il y a une manière de balayer. Évidemment, personne n'aurait imaginé le 7 janvier, le jour où les Kouachis sont débarqués à Charlie Hebdo, qu'ils allaient massacrer. Personne ne l'avait imaginé. Là. Ceux qui pontifient toujours, jusqu'à ce qu'on leur mette sous le nez les 77 morts des jeunes Norvégiens qui ont été massacrés. Voilà. Donc là, jusqu'à ce qu'il se passe un truc, c'est que... Je pense que là, nos services ont pris la mesure, mais pas que les nôtres, au niveau européen. Ils ont pris la mesure qu'il y avait une menace. Mais c'est quoi? C'est-à-dire que des groupes qui sont traditionnellement orientés vers l'action violente, dans un contexte idéologique global qui leur est favorable, se disent, bon, pourquoi pas. Et rappelons-nous quand même qu'il y a eu en Allemagne des affaires récentes où là, c'était pas du claquage de figure, c'était des flingages, des assassinats. On a tué des gens, il y a eu une affaire qui a été... Vous avez dû la suivre, je suppose. C'est une très belle affaire. Vous avez des groupes néo-nazis qui avaient monté avec toutes sortes de personnages qu'on pourrait très bien imaginer en France. C'est-à-dire, vous avez les ingrédients, le motard moitié fou, l'ancien nazi, le rocker des années des années 80. Donc vous avez tous ces ingrédients, ils sont là. Donc après, est-ce que ces gens-là ont envie de passer à l'acte? Mais ils passent des fois à l'acte. Parce que là,
tout à l'heure, on parlait d'islamophobie, mais des actes physiques anti-arabes ou anti-musulmans, il y en a. Hein. Il y en a. Moi, j'habite souvent loin de Paris, il y a une petite mosquée dans une ville voisine où je suis, donc personne ne connaît, c'est plutôt un lieu de culte qu'une mosquée. Régulièrement, on tire dessus à la carabine. Je veux dire, voilà, ça ne fait pas la une des journaux, personne n'en parle. Vous aviez, je crois, j'en parle dans mon bouquin à Dijon, hein, une nana, je crois, qui portait un voile ou deux, je sais plus, et un type avec un marteau, là, ils avaient agressé et tapé dessus. Bon, ça n'a pas fait la une de. Bon, c'est pas hyper violent, mais enfin bon, si c'est vous qui prenez le coup de marteau sur la tête, déjà vous. Et si la carabine qui tire. Elle ne tire pas sur une porte close, mais sur un type qui ouvre la porte, ça peut aussi avoir des conséquences. On va terminer sur cette note. Je vous remercie pour cet entretien, Frédéric Charpier. Donc, je rappelle, vous avez sorti un livre récemment, Les Plastiqueurs, une histoire secrète de l'extrême droite violente, aux éditions La Découverte. Puis, merci, et à bientôt sur la Tribune des Pirates. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.